Desjardins, Quayatonk et la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire, sont fiers de vous présenter les balados Lire en relation. Aujourd'hui, épisode 23. Temporalité plurielle et souveraine chez J.D. Kertnes avec Jody Danard. Doctorante en études littéraires françaises et francophones à l'Université de Brême en Allemagne, en co-tutelle avec l'Université du Québec à Montréal, Jody Danard s'intéresse dans sa thèse au positionnement du sujet littéraire de l'imaginaire du Nord dans la littérature québécoise et la littérature inoue. La vérité, c'est que les histoires, c'est tout ce que nous sommes. Cette phrase devenue célèbre vient de l'écrivain cherokee Thomas King. Elle nous rappelle que raconter, ce n'est jamais anodin. Les histoires permettent de penser, de transmettre, d'imaginer autrement. Elles sont des manières de voir le monde, de l'habiter, d'y inscrire nos relations avec les lieux, les êtres, les souvenirs. Mais si, au fond, les histoires n'étaient pas seulement là pour être racontées, mais aussi pour transmettre des savoirs. C'est une idée soutenue par de nombreux chercheurs et chercheuses. La littérature ne se contente pas de représenter le monde. Elle produit aussi des connaissances sur lui. On parle alors de portée épistémologique de la fiction. Autrement dit, la littérature nous enseigne quelque chose, elle explore des questions complexes, scientifiques, philosophiques, sociales, parfois mieux que ne le ferait un essai ou un article académique. Les thématiques qui se retrouvent en littérature sont infinies. On peut par exemple y parler de territoire, de forêt, de villes, d'animaux, de relations humaines, mais aussi de concepts plus abstraits, comme le temps. Et c'est justement ce thème que j'aimerais explorer dans cet épisode. Le temps est-il une valeur universelle? Ou bien une construction culturelle, une perception mouvante? Comment est-il représenté, transmis, raconté? Et comment on peut écrire le temps? Et puisque les histoires sont aussi des lieux où l'on peut trouver des réponses, ou du moins formuler des hypothèses, je vous propose d'aller en chercher chez l'autrice inoue J.D. Kertnes. Dans ce nouvel épisode, on va plonger dans Aquarium, un roman publié en 2019, et voir comment Kertnes y construit une temporalité multiple, parfois circulaire, à travers des fragments, des filiations et même des extinctions. Avant de plonger dans l'histoire, il faut passer par quelques repères importants qui vont nous aider à mieux comprendre ce que le roman met en jeu. Le premier, c'est celui de la souveraineté temporelle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, être souverain dans le temps? Ce concept a été développé par le chercheur Mark Rifkin, qui propose de penser le temps non pas comme une ligne droite universelle, mais comme quelque chose de multiple. Il explique que la vision occidentale tend à réduire le temps à un axe unique, linéaire, organisé entre passé et futur, et c'est une vision qui a souvent été imposée aux peuples autochtones, au détriment de leur propre manière de vivre et de raconter le temps. Parler de souveraineté temporelle au pluriel, c'est reconnaître qu'il existe différentes façons d'habiter le temps. Certaines sont cycliques, d'autres simultanées, d'autres encore multiples ou circulaires. Et ces visions du temps, on peut les lire dans les textes, dans la manière même dont les récits sont construits. Mais à quoi sert vraiment cette temporalité dominante? Est-ce qu'elle organise seulement notre quotidien? Rifkin montre qu'elle produit aussi une hiérarchie. Elle place ces sociétés autochtones, entre guillemets, en retard, comme figées dans un passé révolu. Elles deviennent alors anachroniques aux yeux de l'État colonial, donc comme considérées d'un autre âge, et cela contribue à les enfermer dans une image d'archaïsme, voire même de disparition. Or, cette mise à l'écart temporel est une manière d'invalider leurs droits, leurs récits ou leur présence. Cela revient à se demander qu'est-ce que cela fait d'être relégué dans un temps qui n'est pas le sien. Parler de souveraineté temporelle, c'est donc aussi revendiquer une légitimité à vivre dans un autre temps, ou plutôt dans un temps autre. L'autre notion qu'il faut avoir en tête, c'est celle de la filiation. On pense souvent à la filiation en termes biologiques par le lien de parenté, donc avec les parents, les grands-parents, les enfants, mais elle peut aussi être symbolique ou culturelle.
La filiation, c'est donc aussi ce qui se transmet d'une génération à l'autre. Et dans Aquarium, cette question du lien entre les êtres à travers le temps joue un rôle central. Alors comment tout ça se traduit dans le roman ? Petit détour par le résumé. Aquarium, c'est un roman construit par fragments, une suite de courts textes qui se suivent sans forcément s'enchaîner de manière linéaire. C'est aussi un récit polyphonique, ce qui veut dire qu'il fait entendre plusieurs voix, plusieurs récits, plusieurs façons de dire et de voir le monde. La voix principale, celle qu'on entend le plus souvent, c'est celle d'Emeraude Peak, une biologiste. Ces fragments sont racontés à la première personne, ce qui nous permet d'entrer directement dans sa manière de penser, d'observer, de raconter. Et autour d'elle gravitent d'autres voix, celles de personnages très différents les uns des autres. Il y a d'abord un homme issu d'un peuple des Premières Nations, dont on ne connaîtra jamais le nom. Il y a Léon, un orphelin, puis Désirée, qui tombera enceinte de lui. Il y a aussi Simone et son fils Paul, un déserteur de guerre, qui croisera le chemin d'Antoinette. Antoinette aura une fille, Maggie, dont l'identité du père reste inconnue. Et puis, il y a une autre voix encore, celle d'une baleine. Une baleine qui est bien plus qu'un symbole. C'est un véritable personnage du roman. Elle donne naissance à un petit, donc un baleineau, qu'on suit à travers les fragments alors qu'il migre d'une mer à l'autre. Et le roman alterne ainsi entre ces voix. Un fragment sur un personnage secondaire, situé à une époque différente, donc plus ou moins éloignée dans le temps, puis un fragment d'Émeraude, puis un fragment de la baleine. Dans Aquarium, on est donc face à une multitude de voix et de personnages, presque comme si on observait différents spécimens à travers la vitre d'un aquarium. On se demande alors ce qui les relie entre eux, jusqu'à ce que certains indices commencent à émerger. Dès le premier fragment, porté par Emeraude Peak, on comprend que la question de la filiation est centrale. Elle évoque ses souvenirs d'enfance, la mort de sa mère, sa relation avec son père. Plus tard, elle parle de sa tante Élie, de son oncle Régent, de ses cousins Yannick, Kevin et Laurent. Et tous ces noms composent une constellation familiale qui semble essentielle à sa construction personnelle. Elle le dit d'ailleurs elle-même à la fin du roman, en parlant de son code génétique, une manière de désigner ce qui se transmet ou non d'une génération à l'autre. Ce fragment donne en fait une des clés de lecture du roman. Et si ce n'était pas l'intrigue qui faisait tenir le roman, mais autre chose, un fil plus souterrain, plus intime. Car Aquarium n'est pas structuré autour d'une intrigue linéaire avec des personnages qu'on suivrait de manière continue. Ce qui crée le lien entre les fragments, c'est la filiation. Elle traverse les récits, elle relie les voix et finit par faire interagir des personnages qui, au départ, semblent totalement étrangers les uns aux autres. C'est pourquoi je préfère parler d'un arc filiatif plutôt que d'un arc narratif. Et nous allons voir que la création de cet arc filiatif va en même temps permettre l'écriture d'une temporalité singulière et qui est circulaire au sein du roman. Un des premiers arcs de filiation qu'on découvre est celui d'une baleine, introduite dès les premières pages lors de la naissance de son petit. Le cordon cède et le placenta entame une lente dérive dans un nuage de sang. Le baleineau prend sa première inspiration. L'air glacial lui ouvre les poumons. Le choc est brutal. Sa mère est là, avec son lait tiède et ses caresses. Tante et cousine nagent autour du nouveau-né, excitées par l'événement et les risques qui l'accompagnent. Comme je l'ai expliqué avant, la baleine est bien plus qu'un symbole ou une personnification. Elle est construite comme un véritable personnage, avec ses émotions, ses liens sociaux et sa propre mémoire. Elle aussi pense à sa descendance, à sa filiation, et se montre protectrice envers ses baleineaux, surtout lorsqu'il s'agit de leur trouver de la nourriture qui commence à manquer dans les eaux. Dans un autre fragment, au moment de sa mort, la matriarche revient sur sa vie et ceux qu'elle a mis au monde. Elle a une pensée pour sa descendance. L'aînée n'a mis au monde que des mâles qui s'en sont allés quelques semaines après le sevrage.
Elle n'a revu que 3 de ses enfants au cours de sa longue existence. Le récit évoque ensuite un instinct maternel qui se manifeste d'autant plus lorsqu'elle se remémore le décès de ses enfants, dont un qui s'est fait harponner par des chasseurs. Mais pendant que la baleine parcourt 200 ans de vie marine, que se passe-t-il dans le reste du récit ? Eh bien, une autre lignée humaine se dessine, un peu comme dans un reflet de miroir. Souvenez-vous des fragments d'Émeraude Pique et des personnages dont je vous ai parlé. Quand on commence à regarder de plus près, on se rend compte que ces derniers sont tous liés généalogiquement et forment une lignée que je vais vous retracer. Tout commence avec un homme issu des Premières Nations qui pratique une cérémonie rituelle et observe un combat entre un calmar géant et une baleine. Puis vient Léon, un orphelin recueilli au Danemark qui deviendra marin. Ensuite, Désirée, à qui on avait prédit qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant, en a pourtant un avec Léon, avant qu'il reparte vers l'ouest, sur son navire. On découvre ensuite Simone, la petite fille de Désirée, en train de concocter un philtre d'amour. Puis Paul, le fils de Simone, qui fuit la guerre et trouve refuge dans un village nordique où il rencontre Antoinette, mère de Marguerite, aussi appelée Maggie. Maggie devient chanteuse et lors d'un concert, elle croise Olivier Pic, un personnage dont le nom laisse penser qu'il est lié à Émeraude, même si le lien exact reste flou. Alors comment tous ces fragments finissent-ils par se rejoindre ? Qu'est-ce qui vient refermer cette histoire un peu éclatée ? Aquarium se boucle finalement avec la découverte par Émeraude du corps de l'homme des Premières Nations rencontré au tout début du roman. On le reconnaît à une caractéristique bien précise, son tatouage. Le dessin tatoué sur l'intérieur de sa cuisse droite est l'élément le plus spectaculaire. Il semble évident que les lignes d'encre noire reproduisent une bataille entre un cachalot et un calmar géant. Notre homme a forcément été témoin de cet affrontement. Du moins, son tatoueur se les fait minutieusement narrer. On revient ici à notre idée de temporalité singulière. Ce choix narratif va faire en sorte que le présent, via Émeraude, et le passé, via la présence de son ancêtre, viennent former un tout. Et cette idée est d'autant plus perceptible car Émeraude découvre ceci lors d'une expédition. Une carcasse de baleine flotte dans le bassin de Saumur, sa partie émergée, rongée jusqu'à l'os. On comprend alors que les deux arcs, celui de la baleine et celui d'Émeraude, sont étroitement liés. Les deux formes de filiation se croisent et avec elles, deux conceptions du temps. Les 2 siècles de vie de la baleine englobent les générations humaines, comme pour rappeler que le temps n'avance pas en ligne droite, mais circule, revient, se répète, et surtout que c'est un concept relatif. Et d'ailleurs, dans un des derniers passages, Émeraude exprime elle-même ce sentiment complexe envers la temporalité dans une introspection de sa vie qu'elle lie avec sa lignée. Le temps se contracte et s'étire depuis que je suis ici. Le passé me semble tout près, un clignement de paupières à l'échelle cosmique. La famille est un concept douloureux pour moi, mais je me surprends à réfléchir à ma lignée. Mes parents sont morts depuis longtemps et je n'ai pas connu mes grands-parents. Chez nous, on a tendance à mourir jeune, à se perdre de vue ou à se brouiller, comme ce fut le cas pour ma mère et sa famille. Son passé, ses ancêtres, sa mémoire familiale deviennent présents, presque palpables, comme si le moi d'Émeraude fusionnait en un nous. Mais elle évoque aussi les liens perdus, les ruptures, les incertitudes, comme si certaines parties de cette temporalité restaient hors d'atteinte et resteront inexplorées. Mais est-ce que cette notion de temporalité se retrouve seulement dans l'histoire d'Aquarium ? En fait, cette idée de temps multiple et circulaire, on la retrouve aussi dans la forme du roman. Souvenez-vous des fragments dont j'ai parlé. L'écriture fragmentaire est souvent associée à la perte ou à la dispersion. Et elle vient ici renforcer l'idée que le temps n'est pas linéaire, mais circulaire,
dans laquelle la généalogie d'une famille forme un ensemble complexe. Enfin, parlons un peu plus du futur. L'Aquarium a souvent été décrit comme un roman dystopique en raison de la fin apocalyptique où une pandémie vient anéantir la population de la Terre. Mais paradoxalement, cette fin va ouvrir vers une renaissance et le renouvellement de nouvelles filiations. Donc finalement, l'Apocalypse va ouvrir une fenêtre vers l'avenir. On voit ce retournement chez Émeraude puisque la filiation future va devenir son noyau identitaire. Ainsi, elle écrit sur son profil pour un site de rencontre « Femme, fertilité A1. Ambition, je serai cette vieille qui crache dans la bouche des nouveau-nés pour leur souhaiter la bienvenue et les immuniser contre le monde. » Émeraude accorde donc une importance centrale à sa capacité à engendrer une nouvelle filiation, allant jusqu'à inscrire son potentiel de fécondité dans son profil. Alors, est-ce qu'on pourrait finalement dire que la fin n'est donc qu'un début ? Que ce soit en parlant d'une baleine centenaire, de champignons magiques ou de robots enfants, J.D. Kurtness réussit à brouiller les frontières des genres et à surprendre à chaque fois. Elle utilise l'humour, la science, la fiction et la mémoire pour faire émerger une autre manière de penser le temps, le monde et ses possibles. Dans l'Aquarium, elle raconte non seulement des histoires de vie, mais propose aussi une façon singulière de raconter le temps à travers la filiation, la fragmentation et l'apocalypse. Et c'est peut-être ça, au fond, sa plus grande force. Ouvrir des brèches dans les manières d'écrire le monde pour y glisser d'autres futurs, d'autres imaginaires et d'autres temporalités. Cet épisode de Balado est une réalisation de Kwayatonk et de la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec Maurice Lemire. La 6e saison des Balados Lire en relation est rendue possible grâce à l'appui de Desjardins, du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Cet épisode vous est offert dans le cadre du 14e Salon du livre des Premières Nations, une présentation d'Hydro-Québec. Recherche et narration, Jody Danard. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination scientifique, Maxime Poirier-Lemelin et Marie-Ève Bradette. Kwahiatonk, marquer l'imaginaire.